au Fonds monétaire international. L'Argentine, un pays en lutte, un podcast d'ACAF, Assemblée des citoyens argentins en France, pour parler de la réalité sociale et politique de notre pays aujourd'hui. Face à la montée d'une extrême droite réactionnaire et ultralibérale, nous réalisons ce podcast afin de partager notre regard que le monopole des médias cache délibérément. Nous revendiquons l'héritage historique des luttes des travailleurs, les 30 000 disparus et les voix toujours vives des mères et grands-mères de la place de Mai pour la mémoire, la vérité et la justice. Pour ce premier épisode, nous vous proposons une immersion dans l'Argentine de Javier Milei à la veille des élections parlementaires de mi-mandat du 26 octobre 2025. Dans une première partie, nous serons avec Javier Zorrilla, représentante de Fuerza Patria en France, qui nous parlera de l'importance de ces élections pour mettre un frein à la tronçonneuse de Milei. Dans une deuxième partie, nous donnerons la parole aux personnalités qui mènent la lutte sur le terrain en Argentine pour décrypter le véritable bilan de Milei. Syndicalistes, professionnels de santé, universitaires, activistes pour les droits humains et les droits des femmes. Bonjour Javier Zorrilla, peux-tu nous dire ce que cette élection a de particulier ? 2025 est une année d'élections législatives de ce qu'on appelle mi-mandat en Argentine. C'est pour renouveler partiellement les deux chambres du Parlement national. Donc, les citoyens sont appelés aux urnes pour élire d'un côté la moitié des députés nationaux et de l'autre côté un tiers des sénateurs nationaux. Ce scrutin est crucial car il pourrait redéfinir la majorité et l'équilibre des forces politiques au sein du pouvoir législatif. Quelles sont les différences entre le système électoral argentin et le système français ? Donc il y a des différences très importantes par rapport au système français. Une des principales distinctions, c'est que le renouvellement de la chambre basse, qui change profondément la dynamique politique, en Argentine, c'est la chambre des députés et c'est renouvelé par moitié tous les 2 ans. Ce système dit de renouvellement partiel assure une continuité institutionnelle au sein du Congrès. Il permet également aux électeurs d'envoyer un signal au président en place, qui est à mi-chemin de son mandat, sans paralyser en même temps l'État. De l'autre côté, en France, l'Assemblée nationale, qui est l'équivalent de la Chambre basse argentine, est renouvelée intégralement tous les 5 ans, sauf en cas de dissolution, comme on a vu récemment. Lorsque les Français votent pour leurs députés, l'intégralité, ces 577 sièges est en jeu. Et c'est ça qui peut engendrer des basculements des majorités beaucoup plus brusques et complets dans le cas français. En ce qui concerne le Sénat, le suffrage en Argentine est direct au lieu d'indirect comme en France. La différence est basée sur le fait que les citoyens votent directement pour les 3 sénateurs provinciaux, de la même manière qu'ils votent pour leurs députés. Cela fait des sénateurs argentins des représentants directs de la volonté populaire de leur district au niveau fédéral. Ainsi, si l'Argentine fait de ces 2 chambres un écho direct du peuple, avec une protection de la minorité au Sénat, la France distingue clairement la légitimité populaire de l'Assemblée nationale de la légitimité territoriale du Sénat. Donc, dans ce contexte d'élection des mi-mandats, le président Javier Milei met en jeu la continuité du support qui pourrait lui donner le Parlement argentin. Maintenant, nous allons donner la parole à Cristian Orton, qui est président de la coopérative Cooperar 7 de Mayo, de FECOTRA, Fédération de coopératives de travail de la République argentine, président de SICOPRA, América, coopérative de production artisanale et membre de la CTA des travailleurs argentins de la direction de la province de Santa Fe. Je fais partie d'une coopérative
Nos activités se situent dans les secteurs métallurgiques. Nous sommes situés dans les ceintures industrielles argentines qui connaît un fort développement dans la métallurgie et la sidérurgie. Nous travaillons depuis 30 ans. Nous avons connu comme clients, nous fournissons à Sindar, l'un des lamineurs industriels, ainsi que Siderar, l'ancienne Somis. Notre région est très développée en ateliers, notamment métallurgiques. Des ateliers qui travaillent pour les industries de l'acier, de la métallurgie et de l'automobile. Villa Constitución a connu une forte lutte ouvrière dans les années 70, dans la résistance à la dictature, dans les années 80, avec de nombreux collègues tués, emprisonnés et disparus. Dans cette autogestion, nous nous sommes retrouvés dans un secteur qui a joué un rôle d'ambulance, en recueillant les victimes du capitalisme de chaque période, pendant la dictature, dans les années 90 et aujourd'hui. Le secteur coopératif de production FECOTRA comprend plus de 200 coopératives de production industrielle, principalement des coopératives de production. Nous faisons partie de cet univers qui génère 70% des emplois du secteur privé de notre pays, avec peut-être de nombreuses différences, mais aussi des similitudes. Nos PME, les coopératives de production, opèrent sur le marché intérieur. Nous produisons, transformons et vendons à partir de ce marché intérieur auquel j'ai fait référence et auquel tout le monde peut certainement faire référence, est en ruine depuis 1 an et demi. La consommation dans notre pays est déprimée, avec un marché intérieur totalement contracté, en pleine récession, pratiquement à l'arrêt, où la baisse de la consommation empêche la population, les citoyens, de joindre les deux bouts. La consommation est centrée sur les besoins fondamentaux. Les augmentations tarifaires de plus de 400 à 500% ont eu lieu ces 18 derniers mois. Et tous ces coûts sont transférés vers l'énergie. Ces coûts énergétiques sont transférés vers les coûts de production et forment une combinaison explosive. Baisse de la consommation, augmentation des coûts de production. À cela s'ajoute qu'il y a une forte ouverture aux importations indiscriminées. Nous disons indiscriminées car dans de nombreux cas, les importations remplacent la production nationale. Nous avons essayé de remplacer les importations par la production nationale et nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation inverse, similaire à celle des années 90. On observe déjà, par exemple, dans un secteur particulier, du fer importé. Même ArcelorMittal, même à Sindar, qui est l'entreprise dont nous sommes les fournisseurs, importe maintenant du fer de Chine. Et notre usine, ce que nous appelons l'usine numéro 2, celle de Villa Constitución, a connu une transformation majeure ces 18 derniers mois, passant de 1 200 000 tonnes, et ce sont des chiffres réels, de 1 200 000 tonnes produites jusqu'en décembre 2023, à moins de 600 000 tonnes aujourd'hui. Chez Sindar, 50% des personnels permanents et leurs 50% restants proviennent d'entreprises sous contrat. Notre coopérative fait partie de ces entreprises sous contrat, mais elle a dû s'adapter à ce nouveau niveau de production, ce qui a entraîné des réductions horaires, des réductions d'effectifs et des départs volontaires. Dans notre coopérative, au cours des 18 derniers mois, nous avons perdu environ 30 collègues, 35 je dirais. Nous étions environ 145, on était plutôt 150 et aujourd'hui nous sommes 120. Nous avons réduit les horaires. Nous devons améliorer les coûts de production et la variable d'ajustement dans la coopérative est finalement notre rémunération, celle des travailleurs eux-mêmes. Il est intéressant de noter qu'en Argentine, plus de 16 000 PME ont fermé ces 18 derniers mois, dans tous les secteurs, mais surtout dans les textiles et la métallurgie. Les entreprises manufacturières sont celles qui ont le plus souffert de ce déclin et par conséquent,
le nombre de travailleurs a également été réduit de manière significative. Maintenant, nous allons passer la parole à Luciana Pecker, journaliste et écrivaine, autrice de plusieurs ouvrages consacrés aux droits de femmes et militante. Une chose qui est importante de souligner pour moi, c'est que le gouvernement de Milei est un gouvernement fasciste, un gouvernement anti-droit, d'extrême droite. Et c'est pour cela que Donald Trump veut l'aider en ce moment. Un gouvernement qui soutient un plan économique qui a un impact sur la féminisation de la pauvreté, sur l'écart salarial, sur l'attaque contre les retraites des femmes, sur l'attaque contre le handicap, qui touche plus particulièrement les mères, les sœurs, les filles, les aidantes, mais qui a également pour point fondamental une attaque contre le féminisme dans ce qu'il appelle la bataille culturelle. Aujourd'hui est un jour très spécial et très triste, car nous assistons à l'apogée la plus littérale de l'effet Milei et de la bataille culturelle, à savoir le féminicide de Luna Chiardina et de sa mère Marielle Zamudio, assassinée par Pablo Lauta. Il s'agit d'un Uruguayen qui a fondé un groupe d'hommes misogynes que l'on peut définir comme des incels, comme disons la fachosphère dans le monde entier, et qui vivait en Uruguay et qui s'est rendu à Cordoba où il les a tués toutes les deux et a kidnappé leur fils de 5 ans qui a maintenant été secouru par la police. Ce féminicide est l'un des plus terribles que nous ayons connus. Mais c'est aussi un féminicide dont l'État n'est plus seulement responsable par omission de protection. Lors de la campagne électorale, face à une question de la candidate de gauche Miriam Bregman, qui lui demandait de se positionner sur les féminicides, Milei a tout simplement répondu que les féminicides n'existaient pas. En d'autres termes, il est également négationniste en matière de féminicide. Il faut préciser, car cela est essentiel au moment des élections, que l'un des projets qui ont été divulgués ne sera pas adopté par la Chambre des députés, car ils n'ont pas une majorité nécessaire. C'est une information qui me semble très importante pour l'analyse politique. Ils n'ont pas encore réussi à abroger les lois. Car ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est désactiver le ministère des femmes, des genres, de la diversité et plus de 15 programmes de protection des femmes, comme le programme qui était destiné aux femmes en situation d'urgence face à la violence. Ils n'ont toujours pas réussi à abroger les lois protectrices dans leur ensemble. Et l'une des propositions qui sont laissées transparaître était qu'ils voulaient abolir la notion de féminicide par l'intermédiaire du ministère de la Justice Mariano Cuneo Di Barona. Il y a donc un déni, une destruction des organismes et de la protection publique des victimes de la part de l'État. Un discours anti-féminicide. Ils veulent créer même une pénalisation de ce qui s'appelle les fausses accusations. Cet homme qui vient d'être emprisonné par féminicide dit qu'il y a une fausse accusation de violence sexiste et finit par être double féminicide. Nous voyons donc que ces organisations finissent par légitimer la violence sexiste et effrayer les victimes qui souhaitent porter plainte. Et bien sûr, je fais partie des journalistes menacés pour avoir écrit et dénoncé cela. Ce cas est emblématique car il y a directement une apologie du féminicide. Il y a plusieurs vidéos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, tant sur le Destape, sur le site interaméricain Volcánica, où il fait des échanges avec Agustín Laje, le mentor du gouvernement de Javier Milei et de l'ultra-droite latino-américaine, avec beaucoup d'influence en Espagne et en Amérique latine. Il y a beaucoup de controverses pour savoir s'il devait intervenir dans l'université de Bogota, où il a fait salle pleine, au Paraguay avec Nicolas Marc, qui sont les défenseurs de Videla. Agustín Laje est le personnage qui incarne le discours officiel ce 24 mars à la Maison Rose, non seulement pour nier les crimes de la dernière dictature militaire, mais aussi pour les revendiquer. Par exemple, l'arrivée de Agustín Laje en République dominicaine a multiplié par 13 le nombre de féminicides, car son discours constitue une apologie directe contre les droits des femmes.
Le programme Acompañar, qui visait à accorder une aide financière aux femmes afin qu'elles puissent sortir de la violence, a été complètement désactivé. On constate que les médias cherchent à faire peur. Parce que si cette loi n'a pas été approuvée, celle qui vise les femmes qui portent plainte, les médias cherchent à les paralyser. La multiplication des féminicides est palpable. En seulement 8 jours, nous comptons 5 féminicides. Et on voit un triple féminicide qui a impacté l'opinion publique. Un crime caractérisé comme féminicide, mais lié au narcotrafic. De même qu'ils ont dû retirer le candidat José Luis Expert, candidat à député, en raison de ses liens avérés avec un trafiquant de drogue qui vient d'être expulsé vers les États-Unis. Ce que nous voyons, c'est un pays qui autorise, légitime ou travaille avec des trafiquants de drogue, bien sûr, et qu'ensuite il y a un discours de fermeté en disant la prison ou la balle. Mais ce sont eux qui génèrent le blanchissement d'argent et des réseaux financiers qui permettent le trafic de drogue. Ils s'acharnent particulièrement sur le corps des femmes et des jeunes filles. Je dirais que Milei est non seulement le porte-parole de l'extrême droite argentine, mais aussi le porte-parole de l'extrême droite mondiale. Et en tant que porte-parole, il a généré une montée en puissance de ce discours dans le monde. Au forum de Davos, tant la première fois que la deuxième fois qu'il s'est rendu, s'est prononcé contre ce qu'il appelle le programme sanglant de l'avortement, faisant des femmes qui avortent les premières ennemies. Il a supprimé le budget de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, de la loi sur la santé sexuelle, la procréation responsable, c'est-à-dire la distribution de contraceptifs, et un programme qui fonctionnait très bien, le programme ENIA, qui est le programme de prévention des grossesses chez les adolescentes. Ce plan a permis de réduire de 60% le nombre de grossesses chez les jeunes filles. Il a été privé de son budget et il a été rendu inefficace. On va continuer avec Aldo Aimovic, ex-coordinateur en thérapie intensive de l'hôpital Garrahan. Hoy el personal del hospital, Tous les professionnels et non professionnels sont punis par celle-là. C'est quasi-gel des salaires qui a détérioré la valeur des salaires de 50%. Et par conséquence, avec celle-là, de nombreux professionnels et aussi des autres qui ne le sont pas quittent l'hôpital et cela casse les équipes interdisciplinaires. C'était la philosophie initiale de l'hôpital, le travail d'équipe, les heures prolongées. Ces équipes commencent alors à se désintégrer et à générer une usure inutile qui met en péril les soins aux enfants dans tous les pays. Et il n'y a pas que la question des démissions, et qu'il y en a beaucoup. Des numéros professionnels partent non seulement pour une activité privée, mais aussi pour des autres lieux publics. Et en autre terme, les salaires des professionnels du Garrahan ont été terriblement punis. Des numéros professionnels demandent une réduction des heures pour avoir un deuxième ou un troisième emploi qui leur permet de subsister d'une manière un peu plus digne. Malheureusement, cela s'est produit, et à cela s'ajoute un mauvais traitement par les autorités envers tous les personnels hospitaliers. Vous aurez entendu les accusations des gnocchis, l'accusation qu'il y a beaucoup de travailleurs administratifs. Eh bien, pendant ce temps, au lieu de chercher des solutions, les conflits s'est malheureusement aggravé. C'est la partie mauvaise, négative, triste, qui nous rend très mal à l'aise. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui nous gratifie et qui continue à nous gratifier. C'est la réponse de la société. En premier lieu, les proches des patients hospitalisés à ce moment-là et qui ont été hospitalisés sont venus à la défense de l'hôpital. Et c'est extrêmement précieux par la communauté hospitalière et d'autre part, la société dans son ensemble a sorti pour réclamer à côté du personnel hospitalier. Et cela a généré une prise de conscience importante qui a conduit nos représentants du Parlement à élaborer un projet de
défense de la santé pédiatrique. Ce projet a été approuvé, il y a eu un veto et finalement le veto a été rejeté. Maintenant, nous attendons. Il est très probable que cette loi, comme la loi sur l'handicap, sera retardée et que pour l'instant, elle ne sera pas appliquée. Mais c'est un énorme pas en avant et nous exigeons tous, l'ensemble de la société, que cette loi soit respectée. Cette loi n'est pas la solution au problème de la santé publique, mais c'est un début. C'est un début pour parcourir un chemin différent de celui qui a été parcouru jusqu'à présent, à savoir la destruction de l'hôpital Graham. Et cela met évidemment la santé des enfants en danger. Notre revendication est donc commune à l'ensemble de la société. On va maintenant laisser la parole à Roberto Baradel, qui est secrétaire international de SUTEBA et secrétaire adjoint de la Centrale de travailleurs argentins de la province de Buenos Aires. Ce qui concerne le syndicalisme, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que pratiquement la moitié des Argentins qui travaillent ne sont pas déclarés. Il y a donc un secteur de syndicalisme qui représente les travailleurs déclarés et d'autres alternatives qui tentent d'organiser des travailleurs non déclarés. Au sein même de nos centrales, comme les fronts de quartier, comme l'UTEP, qui est l'Union des travailleurs de l'économie populaire, on trouve des réponses différentes. Tous les plans de sabotage menés par le gouvernement des États-Unis et le Fonds monétaire international, les exigences les plus importantes sont trois réformes. La réforme fiscale, la réforme des retraites et la réforme du travail. La réforme fiscale, nous proposons une réforme fiscale mais appliquée aux plus riches. Ils proposent le contraire, à savoir qu'ils puissent continuer à concentrer et à accumuler la richesse, à favoriser les secteurs les plus concentrés, les entreprises, les multinationales et à faciliter les spéculations financières. Et bien sûr, continuer à punir les travailleurs. En ce qui concerne la réforme des retraites, ils voulaient que les retraites, qui sont déjà très faibles en Argentine, les soient encore, et ils voulaient un autre mettre en place une réforme pour que les gens ne puissent pas atteindre l'âge de la retraite. Je pense qu'il faut encore muscler davantage la réponse de toutes les organisations syndicales, de toutes les organisations représentant l'ensemble de la classe ouvrière, afin de mettre fin aux politiques d'haine, d'écrotée et d'austérité menées par le gouvernement de Milei. Un exemple avec le thème de l'éducation. En 2019-2015, la nation investissait plus de 6,5% du PIB dans l'éducation, dont 1,7% provenant de la nation. Un peu plus, et cela aurait presque autant 8%. Mais bon, nous allons mettre 1,7% du produit intérieur brut. Le budget 2025, ce n'est que 0,73% du PIB. Ça, c'est la chute brutale qui a connu l'investissement dans l'éducation avec la réduction des salaires, le Fonds national d'initiation à l'enseignement, la non-convocation des négociations paritaires, la paralysie des travaux dans tous les pays des projets de construction d'écoles. Ils ont cessé de détruire des netbooks, ils ont cessé de détruire des livres. Bon, en ce qui concerne la formation continue des enseignants, ils ont cessé de mener à bien les programmes et le peu qui existait en matière d'éducation est commercialisé par des fondations ou des secteurs, par des fondations du secteur privé qui laissent de côté les universités et l'Institut national de formation des enseignants et engagent ce type de fondations pour dispenser certains cours et dire que quelque chose s'est fait. Mais en réalité, c'est l'une des baisses les plus brutales que le budget de l'éducation ait connu au niveau national. Je propose maintenant de continuer à l'exposé de Guillermo Durán,
doyen de l'Université de sciences exactes et de sciences de la vie. Et ce sont comme des décisions coïncidentes du gouvernement de Milei visant à détruire l'éducation, la science, la santé, détruire la culture, la production, le travail et détruire l'industrie nationale. D'une certaine manière, en ce sens, il remplit ce message selon lequel il venait détruire l'État de l'intérieur. Permettez-moi de faire un peu d'analyse. J'espère ne pas vous ennuyer avec des chiffres, mais il me semble bon de quantifier l'erreur qu'ils ont commise durant ces 22 mois du gouvernement. Nous avons l'habitude de dire que dans le domaine de l'université et de la science, il existe 3 grands éléments qui sont ceux qui nous préoccupent. Le premier est celui des salaires. Le second, celui des dépenses de fonctionnement des universités. Et le troisième est lié à l'analyse de ce qui est arrivé au système des sciences et des technologies et l'ajustement féroce qu'il a subi. D'une part, la question salariale des enseignants et non-enseignants des universités s'applique de manière similaire aux chercheurs du système scientifique. Quelques chiffres. L'inflation cumulée depuis décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, selon l'IPC, est de 233%. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, j'aime leur dire que depuis décembre 2023, lorsque Milei a pris ses fonctions, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 233 d'inflation selon l'IPC. Les salaires universitaires ont été réajustés de 134% depuis que Milei est arrivé au pouvoir. Si on les mesure en termes réels, la perte réelle de nos salaires depuis le début de Milei est de 30%. Si avant nous gagnions 100, nous gagnons maintenant 70 en termes réels. Par conséquent, prétendre maintenir des universités publiques de qualité, comme elles l'ont pratiquement toujours été en Argentine, durant ces 40 années de récupération démocratique, dans ces conditions, est pratiquement impossible. Pour 2025, rappelez-vous que l'Argentine fonctionne sans budget, quelque chose de vraiment incroyable, insensé. Deuxième année consécutive où l'Argentine fonctionne sans budget. Par conséquent, ce sont des décisions arbitraires du gouvernement national concernant les crédits alloués à chaque secteur. Eh bien, le gouvernement, dans ces décisions arbitraires, concernant les dépenses de fonctionnement, a défini un réajustement de 20% par rapport à l'année précédente pour les dépenses de fonctionnement de toutes les universités nationales. Encore une fois, pour vous donner une idée en termes relatifs, l'inflation de l'année dernière a été de 118%. Et si nous prenons l'interannuel de mai, pour donner un chiffre un peu plus favorable au gouvernement, l'interannuel de mai, moment où ce réajustement de 20% a été défini, était de 50%. Autrement dit, encore une fois, les dépenses de fonctionnement sont en retard. En ce qui concerne le budget universitaire général, il y a 3 ou 4 semaines, Milei a fait une annonce en chaîne nationale, disant que le budget universitaire allait augmenter. Permettez-moi de mettre augmenter entre guillemets, et qu'il atteindrait en 2026 les 4,8 billions de pesos. Eh bien, pour être équivalent en 2023, ce qui est d'une certaine manière ce que définit la loi universitaire récemment approuvée par le Congrès, ce chiffre devrait être de 7,3 billions, 4,8 contre 7,3. C'est ce qui définit la loi qui a été approuvée par le Congrès, qui a été ensuite rejetée par veto. Veto qui a été annulé il y a quelques semaines. Par conséquent, le gouvernement doit maintenant mettre en œuvre cette loi. Les crédits doivent être réaffectés par le chef du cabinet. Si le chef du cabinet ne le fait pas, il s'expose à être directement destitué par le Congrès de la Nation. Milei est franco-fasciste une fois de plus, d'échouer en dehors de la démocratie. Le dernier point que je veux aborder, c'est celui du système de sciences et de technologies. Des programmes qui existaient sous le gouvernement précédent ont été totalement abandonnés. L'Agence nationale de la science, qui fournit les subventions à la recherche, a investi cette année 4% en termes réels par rapport à 2023. Et parfois, quand je dis cela, les gens me regardent, me demandent, ils ont retiré 4%? Non, ils ont retiré 96%. En pratique, il n'y a plus de subventions pour la recherche scientifique en Argentine. Nous présentons maintenant Claudia Poblete Glasic, ex-enfant approprié durant la dernière dictature civico-militaire
qui a pu récupérer sa véritable identité grâce au travail des grands-mères de la place de Mai et qui est membre de la commission directive des grands-mères de la place de Mai. Je vais vous raconter un peu comment nous vivons cette période depuis les grands-mères, depuis le début du gouvernement de Milei. Bon, je suppose que vous savez tous plus ou moins qui sont les grands-mères de la place de Mai. Les grands-mères cherchant leurs petits-enfants qui ont disparu ici pendant la dictature militaire. Au cours de ces 5 décennies de lutte, les grands-mères qui fêtaient ces mois-ci leurs 48 ans d'existence ont retrouvé l'identité de 140 personnes. Je suis l'une d'entre elles, mais il nous reste encore environ 300 petits-enfants à retrouver, des personnes qui sont aujourd'hui adultes et qui ont peut-être des enfants, ce qui fait que nous recherchons également la génération suivante, les arrière-petits-enfants des petits-filles et petits-fils des grands-mères de la place de Mai. En Argentine, au cours de ces presque 42 années de démocratie, grâce à l'élan donné par la lutte des organisations de défense des droits humains, surtout ces derniers temps, sous le gouvernement de Néstor et Cristina Kirchner. Dans le cadre des procès pour les crimes contre l'humanité, plus de 1200 responsables ont été condamnés au cours de ces années, avec plus de 300 condamnations en 2006 lorsque les procès ont été rouverts. Les piliers de la mémoire, de la vérité et de la justice ont toujours été à la base de la construction collective de notre démocratie. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux reculs qui menacent ces processus historiques. Depuis l'arrivée de Milei à la présidence, de nombreuses mesures régressives ont été adoptées, affaiblissant toutes les politiques en matière de droits humains qui ont été mises en place comme outil de l'État au cours de toutes ces années. Dans le cas des grands-mères, elles entravent clairement la recherche de l'identité des petits-enfants que nous n'avons pas encore retrouvée. Il y a eu un désengagement financier, le démantèlement des domaines clés du secrétariat aux droits humains. Le secrétariat compte aujourd'hui moins de la moitié des employés qu'il y avait au début du gouvernement de Milei. En ce qui concerne la recherche des grands-mères, eh bien, le fonctionnement de la CONADI, qui est la Commission nationale pour les droits d'identité, l'institution de l'État, qui mène la recherche des petits-enfants des grands-mères et veille au respect du droit à l'identité en Argentine pour tous les enfants et adolescents, a suivi la fermeture de l'unité spéciale d'enquête, qui recherchait précisément les petits-enfants des grands-mères. L'accès aux archives des forces armées et de la police, qui sont essentielles pour localiser ces enfants appropriés, a été restreint. Il a été dit que la CONADI et l'Union, une unité spéciale d'enquête, menant une campagne militante visant à discréditer le travail accompli depuis tant d'années et entraver les recherches, ce qui a pour seul effet de protéger des personnes qui se sont appropriées ces enfants, et non les auteurs de ces crimes. Il y a également des tentatives visant à modifier la structure de la Banque nationale de données génétique, outil créé par l'État à la demande des grands-mères afin de pouvoir identifier scientifiquement leurs petits-enfants. Cette banque qui fournit la preuve légale qu'une personne est ou non le petit-fils ou la petite-fille des grands-mères de la place de Mai. On a tenté de lui retirer son autonomie et son autarcie qui est établie par la loi. On a tenté de la faire par décret, ce qui a paralysé son fonctionnement pendant un certain temps et compromis les enquêtes judiciaires en cours. Grâce à l'action conjointe des grands-mères et des législateurs de larges secteurs sociaux, cela a pu être stoppé de la même manière que les décrets qui finançaient l'hôpital Garrahan et supprimant les allocations d'invalidité ont pu être annulées par les congrès nationaux, qui a obtenu la nullité des décrets du pouvoir exécutif. Cela a permis de renverser la situation au Congrès en septembre 2025. Quoi qu'il en soit, la Banque nationale des données génétiques, comme l'ensemble de l'État argentin, avait son budget gelé pour l'année 2023, ce qui limite considérablement sa capacité opérationnelle, l'achat des réactifs, la maintenance des équipements et bien sûr les salaires des personnes qui travaillent ainsi que le salaire des travailleurs et travailleuses du secrétariat aux droits de l'homme, qui ont souvent été licenciés ou qui ne l'ont pas été. De ces faits, bon nombre de nos collègues travaillant aujourd'hui pour des salaires qui, dans certains cas, représentant environ 50% de ce qu'ils gagnaient jusqu'en décembre 2023.
Parallèlement, nous avons suivi des campagnes de dénigrement et des discours haineux dirigés contre les organismes de défense des droits humains en général, et en particulier contre certains représentants. Dans le cas de l'institution d'Estela de Carlotto, notre présidente a été agressée sur les réseaux sociaux et dans les émissions journalistiques, l'accusant, elle et l'institution, de corruption et d'autres choses horribles. Ces discours haineux, ces campagnes de dénigrement ont été menées par des personnalités officielles, par des fonctionnaires et amplifiées sur les réseaux sociaux. Tout cela a donné lieu à un contexte autoritarisme croissant et à une sorte de fermeture de l'espace civique. Le grand-mère se nourrissant de liens avec la société civile. Ce sont là les petits-enfants que nous devons aller chercher. Le préjudice causé est donc incommensurable. La prolifération de ce type de discours, au-delà de la douleur que nous cause en tant que participants et en tant que membres de la famille, et de voir les grands-mères à leur âge devoir subir cette situation. Malgré tous les marques d'amour que nous continuons heureusement de recevoir d'une partie de la société argentine qui continue de nous soutenir en tant de délégitimer une décennie de lutte pour la vérité et la justice. La continuité du respect du droit à l'identité est mise en péril, alors qu'il s'agit d'un droit internationalement reconnu comme un droit humain essentiel grâce à la lutte des grands-mères, qui fait partie de la Déclaration internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, ce droit est remis en question tout comme tant d'autres droits attaqués par l'administration de Javier Milei, dont nous venons d'entendre parler ici. Aujourd'hui, 22 octobre, il y a une manifestation devant le Parlement argentin. Notre camarade Alicia, qui est à Buenos Aires, nous raconte de quoi il s'agit. Bonjour à toutes et à tous. Je participe actuellement à la manifestation à Buenos Aires pour demander la mise en œuvre de la loi d'urgence sur l'handicap. La réalité qui vivent les personnes handicapées, leurs familles, les professionnels et les travailleuses et travailleurs du secteur est étouffante d'un point de vue moral et aussi financier. Les pensions d'une grande partie des personnes handicapées ont été supprimées et la vie des institutions qui accueillent et traitent les personnes a été directement attaquée. Alors, pour faire face à cette situation, l'opposition politique a présenté un projet de loi en février de cette année déclarant l'état d'urgence en matière d'handicap. La loi a été approuvée, mais Milei a appliqué tout de suite son veto sans respecter la décision du Parlement. Le Congrès a dû ensuite débattre le veto présidentiel. Et après de nombreux obstacles au sein de la commission du budget, le Congrès a réussi finalement, à plus de 2/3 des voix, à annuler les vetos du président Milei. Alors les familles, toutes les travailleuses et tous les travailleurs du secteur sont mobilisés depuis le début de cette lutte qui continue dans la rue, comme aujourd'hui dans cette manifestation, pour demander au gouvernement le respect de la loi. Voici le véritable bilan du gouvernement de Javier Milei depuis son arrivée au pouvoir il y a 18 mois. Casse sociale, définancement de l'éducation, de la science et de la santé, attaque contre tous les droits conquis depuis le retour de la démocratie dans le domaine des droits humains, des droits sociaux et des diversités. L'ensemble de la société est fortement impacté par sa politique d'austérité et liberticide. Le 26 octobre, les Argentins pourront stopper le fascisme dans les urnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur acafassemblea.com. Vous pouvez aussi nous écrire à acafcorreo@gmail.com et nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et X. Nous sommes @acafassemblea. L'Argentine, un pays en lutte, un podcast d'ACAF, Assemblée des citoyens argentins en France, pour parler de la réalité sociale et politique de notre pays aujourd'hui.